le premier MOX entré en réacteur. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur la gestion des matières et vous dire un petit peu comment avoir quelques ordres de grandeur et quelques principes. Donc, on a un parc de 58 réacteurs haut pressurisés, REP, dans lesquels on charge chaque année environ 1000 tonnes d'uranium enrichi. Ces 1000 tonnes d'uranium enrichi, pour les faire, on a besoin d'environ 8000 tonnes d'uranium naturel tous les ans, que l'on enrichit en laissant de côté 7000 tonnes d'uranium apauvri. Ce sont les bidons qui étaient, je crois, la dernière image de l'exposé de Tom. Enfin, pas ceux-là, mais c'est des équivalents. Ce combustible, on charge donc 1000 tonnes qui remplacent 1000 autres tonnes que l'on décharge tous les ans. Bon, alors l'uranium s'est transformé évidemment. À la sortie, je ne sais pas si ce sont des chiffres très connus pour vous. Donc vous avez un ensemble extrêmement divers, hein, de nature physique. Il y a des composés solides et des composés gazeux, des composés stables et des composés radioactifs. Et toutes les familles chimiques sont représentées, hein, toutes les colonnes de la table Mendeleïev. Donc on a encore beaucoup d'uranium résiduel, 94%. 5% donc de produits de fission qui sont formés par la fission de l'uranium, c'est ce qu'on voulait, et ensuite un certain nombre d'éléments qui sont formés par des captures sur l'uranium suivies de décroissance radioactive spontanée, qu'on appelle les transuraniums de l'uranium, notamment le plutonium, c'est pour l'essentiel du plutonium, mais aussi d'autres éléments qui sont présents en quantité moindre, c'est pour ça qu'on les appelle actines mineures, de l'ordre de 2000. Alors, c'est la suite. Ces 1000 tonnes, donc, ces 1000 tonnes que l'on décharge tous les ans, on peut extraire l'uranium, qui est en bleu, 94%, encore 940 tonnes, qui peuvent se substituer à l'uranium provenant d'activités minières. Les 10 tonnes de plutonium, elles sont utilisées pour fabriquer, avec un appoint d'uranium apauvri, du combustible MOX, où là, le plutonium sera l'élément fissile réactif dans le réacteur à la place de l'uranium enrichi. Chaque année, on charge ainsi 120 tonnes de combustible MOX. Et le reste, donc les 50 tonnes, constitue le déchet ultime, ce qu'on considère comme le déchet ultime, produit de fission et actifs mineurs, environ 50 tonnes par an. Alors il faut noter que tout le plutonium que l'on récupère est recyclé. Ça, c'est un engagement français pour ne pas accumuler, on dit sur étagère, des stocks de plutonium séparés et accroître le stock de plutonium séparé. On ne retraite que si on est capable de réutiliser le plutonium que l'on va récupérer. Et donc dès que l'on retraite, on va aller recycler ce plutonium sous forme de combustible. C'est important parce que c'est pour ça qu'il faut avoir des réacteurs licenciés ou autorisés pour utiliser ce combustible MOX. Et c'est pour ça que par le passé, quand il n'y en avait pas autant, on retraitait moins parce qu'on n'aurait pas été capable de recycler tout le plutonium. La ligne uranium, je l'ai mise en pointillé parce que ça, c'est un choix de l'électricien EDF qui a finalement le choix entre utiliser l'uranium d'activité minière et l'URT. Et donc là, il a fait pendant plusieurs années sur la centrale de Cruas, sur le site de Cruas, un recyclage massif d'uranium de retraitement pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Est-ce que je parle mal là parce que pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Bon, depuis quelques années, il a arrêté. Ce sont des calculs technico-économiques avec une grande part d'économie là-dedans. L'uranium est aujourd'hui stocké. Donc on peut le faire pour l'uranium, pas pour le plutonium. Et les déchets et actifs mineurs sont immobilisés dans une matrice de verre. Alors, je voulais dire aussi autre chose. Oui, il faut noter que ce plutonium et cet uranium ne peuvent faire qu'un tour dans le parc actuel. Les MOX usés que vous voyez en haut, les uraniums usés, c'est-à-dire ceux qui sont déchargés à l'issue d'un séjour en réacteur, ne sont pas recyclés. Ils sont stockés dans les piscines. Pourquoi ils ne sont pas recyclés? Parce que les matières que l'on récupérerait en les retraitant ne seraient pas appropriées pour faire un combustible réactif, je dirais, dans les réacteurs d'aujourd'hui. Et donc ils sont là, en attendant en particulier ces réacteurs de 4e génération. Je vous en parlerai tout à l'heure. Non, je n'ai pas le réflexe. Oui, alors, comment on fait pour retraiter très rapidement? On met tout en solution et on vient... Une fois qu'on a mis ça en solution, on vient chercher l'uranium et le plutonium que l'on veut récupérer à l'aide d'une molécule sélective, résistante au rayonnement, et qui va complexer sélectivement l'uranium et le plutonium et ne pas complexer le produit de fission des actifs mineurs. Vous voyez que en fait, pour faire le lien avec la remarque que je faisais en fin de matinée, si on s'arrête au concept, il n'y a pas plus simple. Ça opère à température ordinaire, on met en solution, on vient appliquer une molécule, et avec ça, on a fait l'image qu'on vous a montré tout à l'heure, en la qualifiant un petit peu de très complexe, ce qu'elle est, puisque l'usine de La Hague, c'était le plus grand chantier d'Europe quand ça s'est construit, au moment où ça s'est construit. Les produits de fission, donc, on les met dans une matrice de
verre, hein, donc on met à peu près 15% de produit de fission dans de la frite de verre, qui est dans l'eau chaude, et on coule ça dans un conteneur métallique qui a à peu près 1,50 m de haut, hein, et puis quelques 40 cm de diamètre, fait quelques centaines de kilos, pour donner un ordre de grandeur. Par réacteur et par an, le retraitement conduit à 10 à 15 conteneurs de déchets qui contiennent l'essentiel de la radioactivité. Plus de 99% de la radioactivité qui a été créée, ce qui est un exemple qui montre qu'aujourd'hui, le nucléaire, les déchets sont certes très dangereux, mais on ne croule pas sur des volumes que l'on ne sait pas gérer. Et l'autre grand déchet, c'est un déchet qui est constitué de graines de combustible qui, une fois le combustible dissous, sont compactés, on pourrait penser à les fondre, et mis dans le même type de conteneur. C'est le deuxième grand déchet qui provient du retraitement des combustibles. Bon, à cela s'ajoutent des petites quantités de déchets technologiques, mais c'est tout à fait marginal. Bon, ça c'est quelques exemples. Bon, le retraitement est pratiqué depuis, je dirais, assez longtemps en France. Au début, ça a été développé pour la récupération de plutonium à l'usage militaire. Ensuite, d'abord à l'usine de Marcoule, ensuite à l'usine de La Hague, et ensuite ça a été appliqué au retraitement des oxydes pour les applications civiles. Et donc, vous avez ici l'accroissement des tonnages traités dans l'usine de La Hague, qui est en haut, et en bas, la fabrication, l'accroissement des quantités de MOX et de combustible à uranium enrichi, réenrichi, qui ont été recyclés. Il y a deux choses que je voudrais faire remarquer. Oui, les 30 000 tonnes traitées à rapprocher finalement des 1000 tonnes qu'on décharge tous les ans. En revanche, il faut bien noter que là, Areva retraite pour le parc français, mais aussi retraité, on va mettre au passé, de très larges quantités de combustible pour des clients étrangers. Je voulais dire les petits carrés jaunes qui sont mis ça et là, ce sont des campagnes MOX. Je vous ai dit tout à l'heure que les MOX usés ne sont pas retraités, pas parce qu'on ne sait pas les traiter, mais bien parce qu'on ne saurait pas quoi faire des matières qu'on récupérait. Et pour vérifier qu'on savait les traiter, il y a eu des campagnes industrielles de plusieurs dizaines de tonnes qui ont été faites ça et là autour de la ville d'Hague. Alors, le schéma que je vous ai présenté, évidemment, il offre certains avantages, il y a certaines limites dont je parlerai après. Bon, les avantages essentiels tels que je les vois, c'est que ça permet de faire des économies, économie de matière, économie d'enrichissement. Le MOX, c'est 10% de l'électricité française vient du MOX, vient du recyclage du MOX, donc c'est quand même significatif. La deuxième chose, c'est que ça permet de faire de réduire le déchet ultime à ce qu'il est, hein, à peu près 5% du contenu du combustible usé, que l'on pourra pouvoir mettre en plus dans une matrice dédiée à la gestion que l'on envisage pour ce déchet, ce qui n'était pas le cas du combustible si on le laissait dedans. Et troisièmement, élément très important, qui ne contient pas de plutonium. Et donc ça c'est important à plusieurs égards. Le plutonium c'est quand même un élément dangereux, à la fois par sa radioactivité et sa durée de vie, et aussi par le fait que avec le plutonium, il y a aussi des applications non pacifiques qui sont envisageables. Et donc vis-à-vis des risques de ce qu'on appelle la prolifération, c'est quand même intéressant que les déchets ultimes puissent être dépourvus de plutonium. Alors en revanche, il y a des limites. Hein, les limites, elles sont là-haut, hein, elles sont sur le fait que finalement, on ne fait ça qu'une fois. Et par exemple, sur les 10 tonnes de plutonium que l'on recycle, il y en a à peu près 6 ou 7 qui sont encore contenus dans les combustibles MOX usés. Donc on n'a pas poussé le problème au bout, ce n'est pas une version, ce n'est pas une situation que l'on pourrait considérer comme aboutie. Alors comme elle n'est pas aboutie, on le retrouve dans les inventaires de matières que l'on a aujourd'hui. Hein. Vous avez des inventaires aujourd'hui du MOX usé, 12 000 tonnes, ça correspond au fait, comme je vous le disais au début, on ne retraitait pas tout parce qu'on n'était pas capable de tout recycler. Donc on a accumulé du combustible qui est aujourd'hui, sur lequel EDF commence aujourd'hui à faire des prélèvements pour le retraiter. Le MOX usé, lui, qui s'accroît tous les ans, de 120 tonnes par an, et donc on envisage par exemple en 2035, on aura 4000 tonnes, dont 250 tonnes de plutonium, qui pourront servir justement à faire démarrer les réacteurs. Pour les URE usés, c'est pareil. Et puis on a des quantités extrêmement importantes d'uranium vaporé qui s'accroissent au rythme de 7000 tonnes par an. Bon, en 2035, presque 500 000 tonnes d'uranium vaporé sur le sol français. Ce qui est en Russie, c'est autre chose. C'est pas facile. On a évoqué ça en dernier exposé. Ce n'est pas de l'uranium vaporé, c'est de l'uranium issu de l'enrichissement, du réenrichissement de l'uranium retraité qui est en Russie. Et puis des
des masses séparées qu'on s'est donc engagé à stabiliser au niveau qu'elles avaient au moment où on s'est engagé, qui sont à peu près à 50 tonnes, qui sont essentiellement à la haque. Et donc, ces stocks, d'ailleurs, ils sont vus de deux façons. Hein, ils peuvent être vus comme une ressource pour le futur, mais dans la mesure où le plutonium est vu quand même par certains comme une nuisance, je dirais pas extrême, mais une nuisance très importante, une nuisance potentielle très importante, par sa radioactivité, par le fait que vis-à-vis des risques de détournement, c'est aussi des stocks qui peuvent apparaître comme gênants et qu'il faudrait détruire le plus rapidement possible. C'est la politique de certains pays. Alors pourquoi on ne peut pas recycler plusieurs fois le plutonium dans les réacteurs à eau? Je ne sais pas si tout ça vous est connu, mais donc c'est vrai que plus on met le plutonium que l'on met dans un réacteur, il reçoit des neutrons, il peut lui arriver deux choses, soit il garde le neutron, c'est une capture stérile, soit il se produit la fission, et là on est satisfait, c'est pour ça qu'on l'a mis. Alors la probabilité d'avoir une fission suite à une capture, c'est ce qu'on illustre ici, vous avez les différents isotopes du plutonium. En rouge, c'est ce qui se passe dans un réacteur à eau. Alors on voit qu'effectivement le plutonium 239 est majoritairement fissile, hein, on va avoir 70%, la fission dans 70% des cas. En revanche, s'il capture, le suivant, on n'est pas du tout fissile. Hein. Et on a eu donc ainsi, pour des raisons que la physique explique, une alternance d'isotopes fissiles et d'isotopes moins fissiles en réacteur à eau. Si on passe dans un réacteur rapide, sont les points bleus, on s'aperçoit, on a certainement moins d'événements de capture, mais dès qu'on a une capture, finalement, on a plus souvent la fission et on l'a sur tous les isotopes. Et donc finalement, quand on recycle le plutonium d'un réacteur à eau, on va accumuler des isotopes supérieurs qui vont mal se comporter dans le réacteur et qui vont se transformer en actines mineures par des croissances bêta. Alors que dans un réacteur rapide, on peut avoir une fission sur tous les isotopes, même si on a des captures, mais le suivant, il y a de grandes chances qu'il conduise à une fission. Bon, ça, c'est ce qu'on observe, par exemple, on le vérifie, hein, quand on calcule ce qui arrive. Si on prend du plutonium issu du HOX, on s'aperçoit que les isotopes fissiles, c'est à peu près 3/4 du plutonium qu'on récupère. Si on fait un tour, dans le MOX, il n'y a plus que à peu près 50%. Et donc, au bout d'un certain temps, pour pallier le fait que le plutonium est moins réactif, moins riche en isotopes fissiles, on pourrait penser que c'est facile, il y a qu'à en mettre plus dans le combustible. C'est ce qu'on fait, mais là, on heurte une autre limite, hein, qui est que pour des raisons de sûreté, par rapport en particulier à l'effet de vidange, le plutonium dans le MOX ne peut pas dépasser 12%. C'est ce qui fait d'ailleurs que le MOX, il a évolué au cours du temps. Au début, on mettait 5% de MOX parce que le combustible avait de faibles burn-up, donc le plutonium qu'on récupérait était essentiellement du plutonium 239. On en mettait peu, c'était réactif. Aujourd'hui, le plutonium est moins bon et qui plus est, on va faire durer les combustibles plus longtemps dans le réacteur. Donc aujourd'hui, on est pratiquement à 10% de plutonium dans le MOX. Donc le MOX usé, au deuxième tour, on dépasserait les 12%. Ce n'est pas possible. En revanche, là je ne vois pas de détail calcul, mais on a fait l'hypothèse dans le réacteur Astrid qui vous a été présenté par Nicolas ce matin. Quel que soit l'isotope du plutonium, on s'aperçoit qu'on arrive à une stabilisation au bout d'un moment, et une stabilisation sur laquelle le réacteur peut opérer. Les réacteurs rapides, c'est quel que soit le plutonium dont on part, c'est ça que j'aurais dû préciser, que ce soit du plutonium du HOX ou du plutonium MOX, on arrive à la même valeur. Il agit un peu comme un redresseur d'isotopie. Quelle que soit l'isotopie qu'on lui présente, on arrive à une isotopie d'équilibre qui est satisfaisante. C'est ça l'intérêt des réacteurs rapides pour recycler plusieurs fois les matières. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis au milieu, mais c'est parce que vous en penserez. Hein, je l'ai fait il y a 2 ans, donc c'est un peu vieux. Le total de toutes les ressources conventionnelles identifiées. Je l'ai traduit en gigatech et j'obtiens ce diagramme-là. Et là, c'est ce que représente les ressources d'uranium identifiées conventionnelles. Il n'y a pas l'uranium de l'eau de mer. Il n'y avait pas à l'époque le gaz de schiste non plus. Mais enfin, c'est pour avoir une approche cohérente. Et donc, le nucléaire, ça représente peu parmi les ressources, l'ensemble des ressources fossiles. Si on prend les mêmes quantités d'uranium, mais qu'on les utilise dans un réacteur à neutrons rapides, en multi-recyclant, là on obtient l'uranium, ça devient la plus grande ressource, fossile. Moi j'en tire 2 conclusions. Premièrement, qu'il faut quand même y regarder à 2 fois avant de dire on va se passer de tout ça. Et deuxièmement, que si le nucléaire a un avenir, c'est pas tellement là-dessus qu'il faut le chercher, mais c'est vraiment
dans cette deuxième phase qui peut avoir du sens. 10 minutes. Bon. Ok. Donc, si on passait à des réacteurs à neutrons rapides, le principe, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais j'ai représenté ici ce que serait un cycle avec des réacteurs à neutrons rapides qui produiraient la même quantité d'électricité que ce que produit le parc actuel. Donc, même quantité d'électricité, donc même nombre de fission, même quantité de production. En revanche, dans ces réacteurs, tant que le plutonium n'a pas été brûlé, n'a pas été fissionné, il peut tourner en rond. Donc, il reste dans le système tant qu'il n'a pas été fissionné. Et par ailleurs, l'uranium, tant qu'il n'a pas été transformé en plutonium, on le recycle aussi. Par capture, l'uranium se transforme en plutonium. Donc, on peut aller ici jusqu'à utiliser jusqu'au bout les ressources en uranium, non seulement 235, mais 238. Et la seule chose qu'on a à compenser tous les ans, c'est tout ce qui disparaît par fission. Je remets un appoint d'uranium 238. J'espère que c'est clair pour vous, mais donc, on recycle. Tant que l'uranium n'est pas transformé en plutonium, il reste dedans. Tant que le plutonium n'est pas finalement brûlé, il est recyclé. Alors, pour faire marcher ces réacteurs, le combustible, c'est un combustible riche en plutonium, donc il faut du plutonium. Donc l'idée, c'est le plutonium qui est aujourd'hui dans les MOX usés. Le jour où on a ces réacteurs rapides, on va le chercher, les quelques centaines de tonnes dont je vous ai parlé, pour faire démarrer les premiers réacteurs. Et dès qu'on a démarré un réacteur à neutrons rapides, ben, il tourne sur lui-même et il est alimenté par les fantastiques réserves qu'on a constituées d'uranium appauvri au fur et à mesure. On ira même à la petite cuillère, ce qui est vu par certains d'ailleurs comme un défaut, c'est-à-dire qu'on peut dire abandonner de l'énergie pour 10 000 ans, mais l'ASN dit plutôt montrez-moi que vous êtes capable de garder l'uranium dans des conditions sûres pendant 10 000 ans. Il y a un peu les deux aspects. Alors, on a travaillé avec EDF, justement. Alors, on pense donc, aujourd'hui en France, on a décidé que l'idée, c'est de passer de là à là. En revanche, jusqu'à quelques années, on présentait souvent encore une vision assez tranchée. On dit, dès que les réacteurs rapides sont au point, dès qu'un réacteur à eau s'arrête, on le remplace par un réacteur rapide. Et en 2040, on est passé d'un parc REP à un parc RNR. Bon, ça a été jugé finalement, on n'est pas parti pour faire ça, et on a aujourd'hui avec EDF engagé des études pour voir comment il pourrait y avoir un déploiement progressif de RNR dans le parc français. Alors on s'est dit finalement, si on veut recycler ce plutonium, si on veut aller vers ce parc rapide, c'est pour des raisons assez diverses que les gens mettent en avant, et on n'a peut-être pas besoin de toutes ces raisons en même temps, de satisfaire tous ces besoins en même temps. Et donc on a identifié des paliers, ça s'appelait bien EDF, en disant finalement, en identifiant plusieurs besoins. Premièrement, voilà, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça c'est ce qu'on ferait si on ne recyclait pas. Là ben, ça serait première étape, ben, recycler le MOX usé, pour justement montrer qu'on en fait quelque chose et que ce n'est pas un déchet. Ben, deuxièmement, stabiliser l'inventaire en plutonium, justement par ce multi-recyclage, pour répondre aux soucis de ceux qui pensent que l'accroissement des stocks en plutonium est dangereux, et pour arriver à la fin à un dernier palier qui serait pouvoir être totalement autonome et se passer du uranium naturel. Alors, quels que soient ces paliers, même pour le dernier, on a gardé des réacteurs à eau, parce que finalement, on s'est dit, comme ça a été dit ce matin, il est possible, et c'est même un euphémisme, que les réacteurs rapides soient plus chers que les réacteurs à eau. Et donc, si on arrive à garder des réacteurs à eau dans le parc, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est un changement un petit peu de paradigme. Les réacteurs rapides, ce n'est pas une nouvelle génération de réacteurs pour faire de l'électricité. On les voit aujourd'hui comme quelque chose qu'on va ajouter, qu'on va venir incorporer dans le parc français pour tirer le meilleur parti des matières dans un ensemble qui sera composé de réacteurs à eau et de réacteurs rapides. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, vous me le direz. Donc c'est et le mot génération 4, d'ailleurs, est un peu trompeur à cet effet, parce que ça donnerait l'impression qu'on baille un truc et qu'on passe à l'autre. Ça aussi, EDF était très attaché. Donc on a quelque chose comme ça, on a fait un exercice de style, 60 gigawatts, donc ça on l'a fait il y a plusieurs années, avant que la loi soit votée. Bon, on se trouve politiquement correct, mais bon, c'est un hasard, puisque maintenant on sait qu'il ne faut pas le dépasser, c'est 63. Donc on a le parc actuel qui s'arrête, qui dans un premier temps est remplacé par des réacteurs de nouvelle génération, les fameux EPR, nouveaux modèles auxquels réfléchissent EDF et Areva. Et ensuite, on a identifié des paliers successifs qui répondent à ces besoins et qui incorporent une quantité plus ou moins grande
de réacteurs à neutrons rapides. Alors là, ici, comme on n'avait pas l'ambition de faire croître la puissance installée, simplement d'utiliser au mieux les matières, on n'a pas cherché donc à surgénérer, hein, on a cherché vraiment à produire toujours la même quantité avec le moins de matière possible. Vous voyez, dans un premier temps, il suffirait de quelques RNR pour la première étape pour arrêter de stocker les MOX usés. Alors ça, c'est pas mal, parce que finalement, on pourra mettre, 5 minutes, très bien, on pourra mettre quelques réacteurs dans le parc, et même s'ils sont plus chers, bah, dans la mesure où il n'y en a pas beaucoup, ils ne mettront pas à genoux, finalement, la compétitivité du nucléaire. Et donc, plus loin, pour stabiliser le PU, il en faut de l'ordre de 20 gigawatts, c'est-à-dire à peu près plus de 30%, et là, bon, il en faut plus de 50% de réacteurs pour se passer d'uranium. Dans ce cas-là, on n'a plus que des MOX, et on a des réacteurs surgénérateurs rapides qui produisent du plutonium, et à côté, on a des REP qui brûlent du MOX. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un équilibre entre les deux. Alors, tout ça, ça commence avec un premier démonstrateur, hein, et donc ce qu'on considère aujourd'hui comme échelle de temps, hein, c'était un peu ça. Bon, alors ça a pris déjà, je suis désolé, le transparent est un peu vieux, puis il y a le nom de celui pour qui je l'avais fait là-bas. Mais donc, c'est un transparent, aujourd'hui c'est plutôt, ça a pris 10 ans, on va le dire comme ça. On considère, ce que je voulais dire, on peut décaler ça après, on considère qu'à partir de cette date-là, il faut exploiter à peu près 10 ans le réacteur, faire la visite décennale, et sur la base du retour d'expérience, on part vers le lancement des réacteurs commerciaux. Donc ça repousse assez loin, hein, et encore une fois, ce n'est pas un scénario qui est là pour répondre à une volonté de croissance du nucléaire. Mais bon, on a fait tout un tas d'études qu'on a ramenées au Grenade, je ne vais pas vous les montrer ici, mais vous les aurez si ça vous intéresse sur les diagrammes, mais on voit évidemment que plus on met des réacteurs rapides dans toutes les étapes, moins on consomme d'uranium, moins on laisse de déchets, moins on laisse de combustible usé sur les bords, moins on fabrique de plutonium. Et quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que finalement les déchets ultimes, hein, aujourd'hui, si on a fait ce calcul de cette étude-là avec l'ANDRA, vous savez que bon, en France on considère que le stockage c'est peut-être une denrée assez rare, on a du mal à ouvrir un site de stockage, et donc quand on en aura un, on estime qu'il faudra l'exploiter au mieux, c'est-à-dire ne pas avoir à en ouvrir un second assez vite. Et donc, il y a un paramètre important qu'on appelle l'emprise, c'est la surface finalement que ça prend, hein, c'est sur une seule couche, hein, le stockage des déchets. Donc on a à peu près 500 mètres carrés par térawattheure si on stocke les combustibles usés. Quand on passe au vert, on est à 150 mètres carrés par térawattheure, mais on a des MOX qui sont laissés de côté. Si ces MOX, on n'en fait rien, il faudra rajouter le stockage des MOX un jour, et donc finalement on aura gagné assez peu. Alors que si on multi-recycle, ben, on arrive à 170 mètres carrés, donc on a divisé par 3 le besoin de stockage. Si on retirait l'américium, ça serait 20, mais c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant, mais ça va être mon dernier point. Voilà. Ça va être mon dernier point. Vous voulez que je m'arrête là ? Non. La transmutation, certains on en parlait ce matin, et certains le voient comme l'objectif des réacteurs à neutrons rapides. Il y avait deux grands objectifs à enlever les actifs mineurs. La première courbe, je ne sais pas si elle est connue, mais c'est finalement une courbe qui présente, en fonction du temps, si quelqu'un ingère la quantité de combustible usé qui a permis de faire un térawattheure, hein, c'est à peu près quelques centaines de kilos, quelle est la dose qu'il reçoit. Alors on trouve des doses énormes, hein, mais ingérer une quantité, enfin, quelques centaines de kilos, c'est énorme aussi. Hein. Donc c'est une image, hein, c'est pour voir, c'est pas la courbe absolue qui est intéressante, c'est voir d'où vient cette dose. Alors on s'aperçoit qu'elle vient, dès qu'on a passé quelques dizaines d'années, elle vient essentiellement du rouge qui est le plutonium, mais le plutonium, nous, il n'y est plus dans les déchets puisqu'il est recyclé. Ensuite restent les actifs mineurs et les produits fission. On s'aperçoit qu'après quelques siècles, ce qui fait que les déchets restent dangereux sont les actifs mineurs. Donc les gens disent, bah, s'ils n'étaient pas là, ce serait mieux. Alors ça, c'est très controversé, parce qu'en revanche, dans le stockage géologique, les actifs mineurs, avec les conditions chimiques qui prévalent en profondeur, ils ne bougent pas. Donc il y a des gens qui disent, à quoi ça sert de faire tout ça, puisqu'in fine, s'ils sont au fond, bah, ils ne bougeront pas, donc ça sert. Donc très controversé. Quelque chose qui est arrivé de façon plus nouvelle, c'est la deuxième, c'est le fait que ces actifs mineurs sont aussi responsables de l'émission de chaleur de ces déchets. Et l'émission de chaleur, c'est ce qui empêche de les serrer en stockage, de complacifier les stockages. Donc ça, c'est, bon, je ne vais pas la commenter, mais c'est la différence entre les verres d'aujourd'hui, les verres de demain, et les verres de demain si on enlevait l'américium. On s'aperçoit que la quantité de chaleur chute drastiquement si on enlève l'américium, ce qui permet de densifier les stockages. Et donc, les stockages, vous voyez, on les densifierait d'après nos calculs
d'un facteur 8 par rapport à un stockage de verre sans enlever l'américium. Et on pense qu'on peut encore aller au-delà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait avec l'ANDRA, donc c'est vraiment une étude pré-industrielle. Bon, c'est pour ça que la transmutation, on y travaille, mais aujourd'hui, comme une optimisation, on a même fait des expériences en Phoenix, mais ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, est vu comme un objectif majeur. Je vais aller à ma 1. Simplement pour dire, moi je voulais vous parler des procédés et de ce qu'on a vu ce matin. Alors, je vais vous dire la conclusion. Donc, pour nous, envisager des systèmes durables, c'est forcément envisager des systèmes qui recyclent, hein, au sein de réacteurs qui sont aptes à tirer parti des matières qu'on recycle. Le problème aujourd'hui du recyclage du plutonium, ce n'est pas un problème de technologie de recyclage, c'est un problème de réacteur. Le MOX offre des possibilités d'évolution importantes. Et on a des scénarios qui sont adaptés à une démarche progressive. C'est pour ça que je me sens un peu en opposition. Enfin, ça ne répond pas aux besoins qui a été exprimé ce matin d'un développement massif de nucléaire pour lequel il faut trouver autre chose. Mais dans la perspective française qu'on nous offre, nous on travaille aussi avec l'argent que nous donne le gouvernement, donc avec des hypothèses qui sont assez cadrées. Et aujourd'hui, le nucléaire, il doit plutôt décroître que croître dans nos scénarios. Et c'est ce qu'on nous demande. Et les technologies de cycle actuelles sont une solution. Je voudrais simplement dire un mot par rapport aux technologies qui ont été vues ce matin, comme la pyrochimie. Nous, on les voit comme quelque chose qui peut être intéressant, mais pas pour les combustibles oxydes. Pour nous, les technologies évolueront si les combustibles doivent évoluer. On a un potentiel, on a une accumulation de savoir sur le cycle des combustibles oxydes qui fait que ça serait très difficilement dépassable par une autre technologie. En revanche, ça pourrait, si un nouveau problème se pose, si on passe de l'oxyde au métal, là, je crois qu'il y a pas un boulevard, mais il y a une voie à étudier, à explorer pour les techniques pyrochimiques. Merci de votre attention.